On va essayer, pendant ce cours, on va essayer de traiter un exercice de graphe 7 pour le simplifier et pour un peu le banaliser pour qu'il soit accessible à tout le monde. Bon, voilà. Donc, on va choisir un exercice très simple, un graphe 7 avec une séquence unique, une simple séquence, d'accord? C'est plus simple et c'est plus compréhensible. Le principe est le suivant. Cahier des charges. Après l'ordre de départ, cycle, DCY, le chariot part jusqu'à B, revient en C, repart en B, puis rentre en A. Donc, après action sur départ de cycle, que va faire le chariot? Il va se déplacer dans le sens D, à droite, jusqu'à B. Donc, c'est un capteur B. Il revient à C, il retourne à B, et il revient jusqu'à sa position initiale A. Donc, si vous regardez A est en rouge, ça veut dire que le capteur est actionné. Donc là, c'est un graphe, c'est très simple. On a, question de capteur, on a trois capteurs, A, B, C. Question d'actionneur, on a un moteur électrique avec deux sens de rotation qu'on va essayer de commander, bien évidemment, par automate. Donc le graphe 7 est le suivant. On va essayer un peu ensemble de développer le graphe 7 en fonction, bien sûr, du schéma ici. Premièrement, étape initiale, c'est l'étape 1. Donc c'est l'étape qui est initialement active. D'accord? Donc cette étape, ça veut dire quoi? Initialisation du graphe 7. Activation de S. Activation des étapes initiales. Donc on active toutes les étapes initiales. Et la transition 1, 2 est validée. On a dit que dans les règles d'évolution d'un graphe 7, que l'activation, si une étape est active, la transition qui la suit est validée. D'accord? Une étape, elle peut être soit active, soit désactive. Et une transition soit validée, soit non validée. Et une réceptivité qui peut être soit vraie, soit fausse. Bon, cette réceptivité-là, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de deux variables, départ de cycle et de A. A est égal à 1. Elle est activée, pourquoi? Parce qu'elle est actionnée par le chariot. Mais par contre, DCY est égal à 0 parce que personne n'appuie sur le bouton départ de cycle pour que le cycle démarre. Là, on a une action sur DCY. Regardez avec moi. Action sur DCY, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A égale à 1. Maintenant, DCY est égal à 1. Ça veut dire que toute la réceptivité devient vraie. Donc, ordre de marche, DCY est égal à 1. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer la réceptivité de DCY est vraie et la transition est validée. Donc, la transition 1-2 est franchissable. D'accord? Au départ, on avait étape active, transition validée, réceptivité fausse. Donc, cette transition n'est pas franchissable. Elle est franchissable, mais n'est pas franchie. Mais dès que la réceptivité est égale à 1, à ce moment-là, la transition devient franchissable. Et que va-t-il se passer quand elle est franchissable? On va automatiquement, franchissement de la transition, ça implique désactivation de l'étape 1 et activation de l'étape 2. Donc cet enchaînement-là, cette logique, cet ordre est très important pour le graphe 7. Et surtout pour l'automatisation avec un automate programmable. Ça va nous permettre un peu de programmer notre automate en utilisant, bien évidemment, ce mode. Donc, une fois l'étape 2 active, ça veut dire l'action associée à l'étape va s'exécuter. Donc, la partie commande va envoyer un ordre à la partie opérative pour réaliser cette action. Cette action consiste en quoi? Elle consiste en départ du chariot. Le chariot va se déplacer, donc le moteur qui continue, bien évidemment, à entraîner le chariot, il va se mettre en marche et le chariot va se déplacer. À cet instant-là, précis, le chariot va actionner le capteur C. Vous voyez? Le capteur devient rouge. Mais que va-t-il se passer? Rien. Pourquoi? Parce que le système n'attend pas cette information. Elle est là. Et nous, on est là. Vous voyez la différence? Nous, on a besoin d'une information qui nous signifie que B est actionné. Parce que le système, la partie commande a envoyé un ordre, d'accord? Et en retour, elle attend une information. Comme quoi, l'action a été effectuée. Donc là, le chariot va se déplacer, il va actionner C, mais rien ne doit se passer, étape active. Le chariot est devant le capteur C, aucun effet dans le déroulement du graphe 7 à ce moment précis. Il va continuer sa course jusqu'à ce qu'il arrive à B. À B, c'est l'information qu'il attend. C'est l'information que tout le système attend. Donc c'est une information susceptible de faire varier la situation de notre graphe 7. Donc dès que B devient, la réceptivité B devient vraie, est égale à 1, que va-t-il se passer?
transition va devenir franchissable et elle va être franchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va désactiver l'étape 2 et on va activer l'étape 1. Voilà, donc 2 désactivés et 3 activés. Donc le franchissement de la transition, désactivation de l'étape 2 et activation de l'étape 3. L'étape 3 quoi? L'étape 3, on lui a associé une action G. Ça veut dire le moteur doit tourner sens opposé, vers l'arrière, pour que le chariot puisse revenir. Automatiquement, le chariot va se déplacer. D'accord? Étape active, le chariot se déplace à gauche. Il se déplace à gauche jusqu'à quoi? Jusqu'à C. Donc c'est une information capitale pour le système. C'est l'information même qu'il attend. On peut appuyer sur B, on peut appuyer sur A, sur D, rien ne va changer le système, le fonctionnement. Ce qui va changer, qui est susceptible de changer le fonctionnement, c'est l'action sur C. D'accord? C'est l'information attendue. Dès que le chariot arrive sur C, donc la réceptivité C est vraie et la transition 3, 4 est validée. Donc si elle est validée, ça veut dire qu'il y a le franchissement de la transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désactivation de l'étape 3 précédente et activation de l'étape suivante. Donc on va désactiver 3 et on va activer l'étape 4. Et dès que 4 s'active, que va-t-il se passer? L'ordre va être émis de la partie commande vers la partie opérative, vers le moteur. Quoi? Déplacez-vous vers la droite. Le moteur il va revenir vers la droite. Jusqu'à quoi? Jusqu'à B, parce que c'est l'information qu'il attend, c'est B, jusqu'à B. Une fois B actionné, dans ce cas, on va, transition franchissable, elle va être franchie, on va désactiver 4, et on va activer 5. Une fois 5 active, ça veut dire quoi? L'ordre est intimé au moteur de tourner vers la gauche, sens arrière, pour revenir à sa position. Jusqu'à quoi? Jusqu'à A. Donc on attend, le système attend que l'information A arrive. Donc le chariot se déplace jusqu'à ce qu'il arrive à A. Une fois l'action A est effectuée, A passe à 1, à ce moment-là, cette transition aussi devient franchissable. On va désactiver l'étape 5 et on va activer l'étape 1. Et on revient à notre position initiale. D'accord? Donc on peut, pour un deuxième cycle, on peut appuyer sur DCY et le cycle va continuer. D'accord? Donc maintenant, on va essayer d'élaborer les deux graph-sets. Un graph-set partie commande et un graph-set partie API. Donc pour la partie commande, il suffit de remplacer, bien évidemment, ces appellations. Par exemple, D, le système ne sait pas ce que c'est D. D'accord? Ça veut dire technologiquement, on n'a pas encore défini quel est le préactionneur, parce que l'action, quand on la donne, on ne la donne pas à l'actionneur. On l'envoie au préactionneur. C'est le préactionneur qui va délivrer, qui va envoyer l'énergie à l'actionneur pour effectuer l'action. D'accord? Donc D pour nous, ça va être quoi? Ça va être un contact moteur ou un contact auxiliaire qui va commander le moteur. D'accord? Donc la commande va être destinée à ce préactionneur. Et au lieu de mettre D, d'accord, on va mettre par exemple K. K comme contacteur. La même chose ici, pour mettre B, bon, on peut garder B, pourquoi? Parce que B, c'est le nom des capteurs ici, A, B et C, donc on va les garder. Mais pour les actions, les actionneurs, pour D, on a deux actions D, on va utiliser un contacteur avant, d'accord? Et pour G, un contacteur arrière. Pourquoi? Parce que c'est un simple moteur qui va tourner dans deux sens. Dans le sens avant, pour que le chariot avance vers l'avant, vers la droite, sens arrière pour que le chariot recule vers la gauche. Donc voilà, donc là on a A, D, Y, les capteurs, nos capteurs, qui font office de réceptivité. Pour D, ça veut dire contacteur, on va commander le contacteur sens avant, d'accord? Et ici, contacteur sens arrière. Mais on va garder les réceptivités telles qu'elles sont parce que c'est le nom des capteurs qu'on a donnés. De point de vue partie automate programmable, on va leur affecter des adresses, on va leur affecter des entrées, d'accord? Et comme je vous ai dit avant, l'entrée automate c'est input, c'est I. Et le sortie, c'est QLAN. Chaque fois que vous voyez, certains automates, ils utilisent le % avant I, input par exemple % 01 ou 02, d'autres directement, comme ce qu'on va utiliser nous ici, il n'y a pas de %, il y a simplement I. Donc pour A, on l'a affecté l'entrée input 1. Parce que l'automate n'a ni menu que de 4 entrées. Ces 4 entrées, c'est I1, le Zélio. Le Zélio n'a que 4 entrées, I1, I2,
IB et IC. D'accord? Donc pour A, on va lui affecter l'entrée IA. Pour DCY, départ de cycle, l'entrée IC. D'accord? Et pour B, on va lui affecter l'entrée I2. Pour C, on va lui affecter l'entrée IB. La même chose pour B, c'est toujours I2. Et pour A, c'est toujours I1. Donc là, on va s'en servir pour réaliser notre schéma, qu'on va programmer sur automate. Donc là, le langage à contact ladder. Donc vous savez qu'un automate, il peut être programmé par 3 langages différents. Le plus répandu, le plus industriel qu'on trouve, c'est le langage à contact ladder. On peut utiliser liste d'instructions comme on peut utiliser directement le graph 7. Mais la plupart des automates industriels, ils utilisent le contact ladder. Donc la mise en équation. La mise en équation, on va voir, pour l'étape par exemple 2, on va l'appeler par exemple M1. Et pour l'étape 5, M4. Ça veut dire que l'étape 2 est activée par l'étape 1 et que l'étape 5 est par l'étape 4. Et ceci est valable pour tout le graphe 7. 2 activé par 1, 3 activé par 2, 4 activé par 3, 5 activé par 4 et 1 activé par 5. Donc chaque étape active celle qui la suit. D'accord? La même chose, chaque étape désactive celle qui la précède. Quand j'active 2, automatiquement je vais désactiver 1. En aucun cas, je ne peux avoir ces 2 étapes actives en même temps. C'est un bug du système. La même chose, 3 va désactiver 2, 4 va désactiver 3 et 5 va désactiver 4. Donc c'est très simple comme raisonnement. Bon, l'équation logique d'activation et désactivation. Donc ce qu'on vient de dire, on va l'appliquer ici. Les conditions d'activation d'une étape MI, c'est quoi? Il faut que l'étape précédente soit active, MI-1 précédente soit active, et que la transition, ça veut dire les conditions de transition soient vraies, est égale à 1. En ce cas-ci, pour activer 2, il faut que 1 soit actif et que cette transition-là, cette réceptivité soit vraie. I1 et C, produit, on a dit logique, est égal à 1. Dès que cette réceptivité est égale à 1, automatiquement, je vais activer 2 et désactiver 1. La même chose, donc pour l'automate, on va mettre la mise à 1 de l'étape MI. Mettre à 1, ça veut dire on va l'activer. La même chose pour les conditions de désactivation d'une étape MI, il faut que l'étape précédente soit active. D'accord? Voilà, l'étape suivante soit active. Pour désactiver cette étape, j'active l'étape M plus 1, ça veut dire l'étape suivante. Et pour l'automate, on va dire reset MI. On va mettre à 0 l'étape I. Donc pour le langage utilisé, on va utiliser, nous, on a dit langage ladder, qui s'apparente au langage électrique. Ce langage électrique, vous avez dû le voir dans l'algèbre de Boole, dans la logique combinatoire, un schéma électrique. Un schéma électrique, on a des contacts normalement ouverts, NO, et normalement fermés, NC. D'accord? Et la sortie, c'est la sortie d'une bobine qu'on représente ici, pour l'électrique. Pour le langage ladder, on va utiliser ça comme le symbole de capacité. C'est un contact qui est normalement ouvert. Celui-là, elle est normalement fermée. Et la sortie, bien évidemment, c'est crochet pour désigner la bobine. Donc en respectant ça, et en respectant les conditions, les équations déjà vues, pour les conditions d'activation et de désactivation, on va pouvoir réaliser un schéma qu'on va introduire, qu'on va compiler dans l'automate, et pour avoir le fonctionnement souhaité. Donc là, on va essayer de voir ensemble le schéma, ce que ça va donner comme schéma. Donc l'étape M1 est activée par quoi? Par M5 et par I1. Revenons à notre graphe 7. L'étape 1 est activée par 5 et 1. Étape active, réceptivité vraie. Si ces deux conditions sont là, automatiquement, je vais activer 1 et désactiver 5. D'accord? Et pour désactiver 1, il suffit d'activer 2. Donc c'est ce qu'on va voir dans le schéma. C'est très très simple comme schéma. Donc pour désactiver l'étape M1, il suffit d'activer l'étape 2. Donc je vais réaliser un petit circuit avec ce contact normalement ouvert que je relie à la sortie. Là, je mets 7
mise à 1 de l'étape 1 et la reset mise à 0 de l'étape 1. Et là, étant donné que c'est une étape initiale, la condition que toutes les étapes soient désactivées. C'est la seule étape à l'état repos qui est active. C'est pourquoi on l'appelle étape initiale. D'accord? La même chose, on va faire pour l'étape 2. Bon, on va voir pour l'étape 2. Pour étape 2, pour l'activer, j'aurai besoin de M1 et produit logique I1 et produit logique IC pour l'activer. Mais pour la désactiver, j'aurai besoin simplement de M3. Voyons voir un peu ce que ça va donner sur le schéma. Pour activer l'étape 2, mise à 1 de l'étape 2, j'ai besoin de M1 et en série avec I1 et en série avec IC vers la sortie de M2 de mise à 1 de la sortie M2. Mais par contre, pour la désactiver, j'aurai besoin d'activation de M3 automatiquement va provoquer la mise à 0 de l'étape M2. De la même manière, pour l'étape 3, je reviens à mon graphe 7. Pour activer 3, j'aurai besoin de l'étape 2 et de I2. Automatiquement, je vais activer l'étape 3 et je vais, bien évidemment, désactiver l'étape 2. Mais pour désactiver l'étape 3, j'aurai besoin d'activer l'étape 4. Bon, voilà, pour l'activation de l'étape 3, j'aurai besoin de M2 et en série avec I2. Donc, la mise à 1 de l'étape 3. Mais pour désactiver, reset, la mise à 0 de l'étape 3, j'aurai besoin que d'activer l'étape 4. Donc, l'activation d'une étape déclenche automatiquement la désactivation de l'étape précédente. Mais pour l'étape 4, de la même manière, pour déactiver l'étape 4, j'aurai besoin, pour l'étape 4, j'aurai besoin de M3 et de IB pour l'activer. Mais pour la désactiver, j'aurai besoin de M5. D'accord? Voilà, étape 4. Pour l'activer, j'aurai besoin de M3, activer M3 et de IB en série. Mais pour la désactiver, j'aurai besoin de M5. Maintenant, ce qui nous reste, c'est l'étape 5. Pour activer l'étape 5, j'aurai besoin d'activer l'étape 4, M4, et de I2. Mais pour la désactiver, j'aurai besoin d'activer l'étape 1. Bon, c'est ce qu'on va voir sur ce schéma-là. Étape 5, activation. M4 en série avec I2. Activation 7, l'étape 5. Désactivation, c'est M1. Donc c'est M1 qui va désactiver l'étape 5. D'accord? Ça, c'est le traitement séquentiel. Ce traitement séquentiel. Mais après ce traitement, on a dit, ce traitement, il ne traite que les étapes. Il ne traite pas les sorties. À chaque étape, à quelle sortie on a associé à l'étape, il ne le sait pas. D'accord? Donc on va lui dire, pour chaque étape, la sortie qui lui est, ou l'adresse qui lui est assignée. Donc c'est le traitement postérieur. Dans ce traitement postérieur, on va étudier, on revient un peu en arrière pour voir notre graphe 7. Donc on va essayer d'étudier les sorties. Par exemple, j'ai ici, on a dit deux sorties, Q1 et Q2. Q1 pour le moteur en avant et Q2 pour le moteur en arrière. Donc je regarde toutes les étapes qui donnent l'action au moteur d'aller vers le sens avant, vers la droite. Et en l'occurrence, c'est l'étape 2 et l'étape 4. À ces deux étapes, on a bien associé l'action Q1. Donc Q1 est commandé par l'étape 2 et l'étape 4. Par contre, Q2 est commandé par l'étape 3 et par l'étape 5. Donc ces deux sorties, ils sont obtenues par les étapes 3 et 5. Donc on va voir ici, donc l'étape Q1, elle est commandée par l'étape M2 et l'étape M4. Donc ces deux étapes, ils ont la même sortie vers Q1, à des moments différents bien évidemment. Et la sortie Q2 est obtenue grâce aux étapes M3 et l'étape M5. Donc ces deux sorties, ces deux étapes-là, ils nous permettent d'avoir la sortie Q2. D'accord? Donc une fois ce traitement fini, d'accord, cette étude finie, il suffit de l'introduire
à l'automate, soit via un terminal de programmation, d'accord, un terminal de programmation, ça veut dire une petite planchette qu'on relie à notre automate et sur laquelle on va saisir, bien évidemment, ce schéma, ou carrément brancher, si vous avez le logiciel de l'automate, ou le brancher avec le PC, saisissez votre programme, ce programme sur votre PC et transférez-le à votre automate, ensuite exécutez-le. Il faut l'exécuter pour que l'automate puisse bien évidemment fonctionner. À ce moment-là, si j'introduis à une entrée de l'automate, quelle que soit l'entrée, I1 par exemple, automatiquement, il va me donner une sortie. Donc je peux tester, simuler, rien que sur PC, sans avoir la possibilité bien évidemment de le câblage. Sinon, on peut carrément réaliser le câblage, c'est très simple à faire. Ben, j'espère que j'ai été assez clair. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre cours.